Dans la vie, oui, je pense qu'il y a les règles de protection et les règles de domination. Et les règles de protection vont permettre de développer le potentiel de l'enfant, de développer son cerveau à travers 5 règles, alors que les règles de domination vont au contraire atrophier son cerveau. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bon matin à tous. Et quand je dis bon matin, c'est que Karima Chadibaou est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bon matin. Vous êtes bronzé comme un brugnon. Oui. Vous avez vu ça hein? Le soleil, mais c'est le soleil de la Corse. Ah, magnifique. J'ai passé un séjour incroyable. Voilà. Donc je suis bien contente de rentrer. J'ai fait le plein en vitamine D. Voilà, parce que tout le monde sait maintenant que je suis ménopausée, voilà. Donc c'était bien, quoi. J'ai lu là-dessus aussi. Pendant les vacances, on l'avait oublié, et là, dès la rentrée, et alors c'est important la vitamine D pour les personnes. Ben oui, pour mes articulations, pour vos os, pour mes os, pour mes vieux os. Donc du coup, le soleil, l'air marin, voilà. Donc je me suis baignée, on a exploré, on était dans les criques avec les enfants, on a fait plein de choses. C'était super agréable. Vive la Corse. Vive la Corse. Voilà. Le chien est rentré vivant. Oui. Ragnar est rentré vivant, il était bien content, il s'est fait plein de petits copains. Donc, des copains du maquis. Des copains du maquis, et il sentait le maquis. Et je disais à mon frère, c'est bizarre, Ragnar, il sent plus la même odeur. Et il m'a dit, oui, il est dans le maquis, donc il se balade. Donc forcément, il prend l'odeur du maquis. Parce que la Corse, ça sent le maquis, faut le dire. Oui, absolument. C'est unique. Oui. Alors, on va pas parler de maquis aujourd'hui. Tiens, si vous voulez bien, Karima, nous avons invité Sonia Delahaye qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue. Vous êtes chez les fous, rassurez-vous. Mais ça va bien se passer. J'étais en Corse aussi, donc je comprends. Vous aussi ? Oui. Ah ouais ? Il fait beau là-bas, bien sûr, du beau temps. Bon, c'est bien d'aller en Corse. Il y en a qui ont de la chance de partir en vacances en Corse pendant l'été. Eh ben... Vous bronzez pas pareil que Karima. Parce que quand vous dites je suis allé en Corse, ou vous y êtes allé il y a très très longtemps, ou vous avez un bon écran total. Mais je me lave beaucoup aussi, et l'eau de Paris, ça enlève le bronzage. C'est vrai ? Ah oui. On parlera de l'hygiène tout à l'heure. Voilà. Complètement. Avec vous. C'est pour ça, j'introduis déjà. Oui, j'ai vu déjà qu'on introduit les fondations. Vous êtes psychologue, psychothérapeute et formatrice en région parisienne. Et après 10 ans d'expérience dans différentes structures, des crèches, des écoles, des centres de formation, vous avez créé votre propre centre qui s'appelle Chrysaline. Et c'est un nom que vous avez donné également à une méthode que vous partagez aujourd'hui, que vous préconisez et qu'on retrouve dans un livre qui vient de sortir qui s'appelle 5 règles d'une éducation réussie. Voilà, écran, alimentation, sommeil, sécurité physique, hygiène, aux éditions Exuvie. Donc c'est un livre qui part de votre expérience de consultation, avec des questions que vous posez les parents. Des parents qui aiment bien parfois qu'il y ait des méthodes un peu toutes faites quand même, quand ils vont chez la psy. C'est vrai, ils aiment bien ressortir avec des outils, des clés, des solutions. Mais moi, j'aime bien les amener à réfléchir et leur apprendre à poser des règles, en fait, que j'appelle des règles de protection et non pas des règles de domination. Il y a deux types de règles pour vous. Voilà, pour moi, il y a 2 types de règles. Ouais, j'aime bien structurer les choses et donc voilà, j'ai structuré les choses de cette manière. Dans la vie, oui, je pense qu'il y a les règles de protection et les règles de domination. Et les règles de protection vont permettre de développer le potentiel de l'enfant, de développer son cerveau, comme je l'explique dans mon livre, à travers 5 règles, alors que les règles de domination vont au contraire atrophier son cerveau. Et alors, ça vous est venu un matin, comme ça, vous vous êtes dit dans la vie, il y a 2 types de règles. Complètement. Non, vous expliquez comment ça vous est venu finalement. Parce que, voilà. Alors, dans mon livre, j'explique comment ça m'est venu notamment. En fait, quand mon fils était bébé, pour moi, c'était assez facile de m'occuper de lui. J'avais étudié toute la psychologie de l'enfant, ça roulait. Voilà. Et puis, à ses 2 ans et demi, lorsque ce bébé est devenu plus gros, plus grand, qu'il a commencé à me dire non, à faire des crises de colère, je me suis dit, oula, ça devient en fait plus compliqué, même si j'étais bien formée. Et puis, j'avais lu plein de choses sur la discipline positive, j'adhérais totalement. Et donc je me disais, bon, ok, son cortex préfrontal, qui est la zone de régulation des émotions et de la prise de décision, est totalement immature et ça va maturer. Son cerveau est programmé pour maturer progressivement et sera pleinement mature à 25 ans si je lui offre une éducation bienveillante. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'une éducation bienveillante finalement ? Parce que là, il hurle, il crie, il veut telle chose. Moi, je me dis, non, c'est pas bon pour lui, je fais quoi ? Donc, je vais lui faire sécréter du cortisol si je lui dis non. Et je me dis,
dis, et ça va attaquer son cerveau. Donc ça va pas être... C'est la psy qui se dit tout ça. Voilà, oui, pendant ce parce temps... que la plupart des parents sont pas en train de se dire, Oui, je vais lui faire sécréter du cortisol. Bon, pendant ce temps, voilà, il se passe plein de choses dans ma tête pendant que mon fils fait une crise de colère, j'analyse le truc quand même. Et puis, donc je me dis, mais en fait, dans la vie... Mais je dois bien lui dire non quand même pour le protéger. Mais quand est-ce que je dois lui dire non ? Et puis dans la vie, finalement, je me suis dit, il y a des règles de protection et des règles de domination. Et puis, je lui dis non, etc. Bon, il continue ses crises de colère. Et je tombe, vraiment, je crois en la loi de l'attraction, je tombe dans la rue, j'étais avec lui en poussette, c'était vraiment une période où c'était encore compliqué, sur un livre, et je découvre dedans la théorie du biscuit cassé. J'adore. Et là, je trouve ça génial. Et en fait, je découvre que là où l'enfant fait une crise, c'est pas là où il y a le problème. C'est pas un caprice. Pour expliquer la théorie du biscuit cassé, c'est une théorie qui explique les caprices. C'est ça, parce qu'en fait, quand on est adulte, quand on comprend pas un truc, on se dit mais pourquoi il s'énerve pour le biscuit qui est cassé alors qu'on passait une super bonne soirée, journée. Il aurait fallu que le biscuit soit pas cassé pour que on continue à être tous bien. Et puis finalement, non, on découvre que l'enfant a besoin de trouver des opportunités. Alors, il n'est pas du tout manipulateur. Je vous ai dit, son cerveau, il n'est pas encore mature pour ça. Mais il a besoin inconsciemment de trouver des opportunités pour expulser ce trop-plein de cortisol qu'il ne peut pas réguler tout seul parce que, comme je vous l'ai dit, si tout le monde a suivi, son cortex préfrontal est immature. Donc, il a besoin de crier, de pleurer, etc. Mais alors, comment on fait dans ces moments-là ? S'il veut un deuxième biscuit, on va peut-être en parler, on sait que c'est pas bon pour son cerveau, et on lui dit non, ça fait sécréter du cortisol. On continue à lui dire non, mais par contre, on l'enveloppe. On l'enveloppe de câlins, on le rassure, et on lui dit je pense que c'est peut-être pas ça qui te met dans cette colère, mais il y a d'autres choses, etc. Bref, et en fait, on découvre que le fait de pouvoir expulser par la colère ou les pleurs le cortisol, et avec un gros câlin, on va faire sécréter l'ocytocine au niveau du cerveau, et ça va pallier l'immaturité cérébrale de l'enfant. Donc le câlin va remplacer le fait qu'il ne peut pas tout seul réguler ses émotions. Exactement. Est-ce que vous dites non ? On continue à dire non. Ah, vous dites non. Ah oui. Vous le prononcez, vous verbalisez le non, c'est ça ? Je suis beaucoup plus stricte que la plupart des parents. Oui. Parce que du coup, je pose 5 règles très claires. Les écrans, peut-être qu'on va en parler, l'alimentation. On va les répéter, les règles. Voilà, on va les répéter. Voilà. Et donc, sécurité physique, hygiène, sommeil, etc. En étant très strict sur ces règles-là, on va permettre à l'enfant de développer son potentiel. Mais encore faut-il savoir ce qu'il y a scientifiquement derrière ces règles, parce qu'on va arrêter tous peut-être de mettre un peu au pif nos règles quand ça nous arrange. Voilà, quand on a besoin de faire du télétravail, on va les mettre devant les écrans, et puis finalement tout d'un coup, exactement. Ils ont des mauvaises notes. Ah bah non, c'est pas bon pour toi les écrans, je te supprime les écrans. On fait 7 heures de voiture, on veut pas trop discuter avec eux ou les entendre. C'est bon pour toi les écrans. Voilà, c'est bon pour toi. Donc ça change en permanence. Ouais. Non, une règle de protection, ça ne change pas. Si c'est mauvais, qu'elle reste constante. Il faut qu'elle soit constante. Voilà. Donc Karima, je crois que tu as lu mon livre. Oui. C'est pour ça qu'on t'a invitée, Sonia. Parce que justement, ce livre, il est complet. Donc je le remontre encore une fois donc à la caméra parce que l'émission est filmée. Et donc les 5 règles d'une éducation réussie. Pour moi, moi qui suis très structure, j'adore la structure parce que c'est le squelette, c'est l'armature, et à l'intérieur de quoi on va pouvoir mettre beaucoup de choses et on va pouvoir justement expliquer. Donc là, il y a du sens, c'est pas uniquement parce qu'on voit maintenant beaucoup de dérives aussi, faut être honnête, au niveau de, entre guillemets, l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation bienveillante, l'éducation positive, ou je sais pas comment on peut l'appeler. On voit beaucoup de dérives où justement là on mobilise en fait, on mobilise les ressources de l'enfant. Quand tu dis je te dis non, et je sais bien ce qui se passe dans son cerveau, la biochimie du cerveau, tout ce qui est en train d'être enclenché, tout ce qui se déclenche, la tempête hormonale. Donc le parent est conscient de ça, et quand il lui donne le câlin, parce que beaucoup des détracteurs disent « Attends, il est en train de faire la connerie, excusez-moi, je vais lui dire ce mot, il est en train de faire n'importe quoi, il est en train de faire... Et non, on va lui donner un câlin. » Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas compris l'esprit. Et là, pourquoi tu parles justement de protection et de domination, de ces règles-là, c'est parce que je protège avant de corriger. Protège avant de corriger. Alors, attention, corriger... Non, mais... on corrige pas, justement. Non, mais on corriger le comportement. Oui, alors vas-y. C'est ça qui est passionnant. Excuse-moi, je reprends la main. Non, mais c'est que, en fait, en ajustant des petites choses dans l'environnement de l'enfant, on permet à l'enfant de devenir intelligent, déjà, et de développer aussi son potentiel émotionnel. Oui.
mais avec des petits ajustements. Donc c'est peut-être là où tu parles de correction. Alors moi, quand je parle de correction, parce que pour moi, quand l'enfant il est aux prises avec toutes ses émotions et tout ce qui se passe en lui, et il ne sait pas consciemment ce qui se passe dans le terme savoir. Il n'a pas ce savoir et il ne peut pas y accéder à ce savoir. Donc quand je dis corriger, c'est dans le sens de toute cette tempête, c'est de la canaliser, de l'endiguer en fait et de l'orienter. De l'envelopper psychiquement, moi j'appelle voilà. ça. Ah ben voilà, toi tu appelles ça comme ça. Ok. Moi j'appelle ça de l'enfumage. Hein. Ouais. Vous enfumez, ça voilà, vous manipulez les enfants. Ben oui, c'est vrai. Non, oui. Moi ce que je souhaite, c'est une vraiment forme les de rendre. la manipulation bienveillante, mais non, moi je les rends acteurs de leur propre développement. Mais manipuler, ça veut dire quoi, mais Sonia ? ils sont pas conscients, donc. Alors moi je leur explique en consultation, notamment par exemple les adolescents. Ah mais les ados, c'est pas pareil déjà. Alors même les petits, j'explique en fait, mon fils par exemple, je lui explique depuis petit qu'en fait je suis un guide protecteur, mais je suis pas un chef autoritaire. Je vais lui réexpliquer les choses, je vais lui faire un câlin, je vais lui dire non, mais je vais lui faire un câlin. Je l'accompagne en fait. Je vous donne un exemple. Un jour, il rentre assez énervé de l'école. Dès 4 ans, il prenait déjà sa douche tout seul. Hein. Il rentre un peu énervé de l'école. Je lui dis bon, il faut que tu ailles à la douche. Il sait parce qu'on en parle dedans, hein, les séquences d'action qu'on va respecter. L'hygiène, c'est important. L'hygiène, c'est important. Et pour le cerveau, c'est important que les actions se déroulent toujours dans le même ordre. Oui. Parce qu'on va intégrer ça en fait comme une seule unité de comportement. Donc toutes les séquences, la séquence doit avoir des actions qui se déroulent de la même manière. Et donc l'enfant, quand il rentre de l'école, c'est important qu'il fasse toujours la même chose en premier. Oui. Comme ça s'inscrit au niveau du striatum, donc c'est la zone des habitudes, et ça va permettre à l'enfant d'accepter plus facilement les choses. C'est moins contraignant, il y a moins de charge cognitive si on fait les choses toujours de la même manière, puisqu'on les inscrit au niveau cérébral. Bref, mon fils rentre de l'école et il est un peu énervé au moment où je lui rappelle qu'il faut aller à la douche. D'habitude, il va directement tout seul. Et donc, il tape du poing sur la table quand je lui demande d'aller à la douche. N'importe quel autre parent pourrait dire « mais enfin, c'est l'enfant roi, il va commencer à me contrôler, etc. » Mais moi, je vois à ce moment-là mon enfant en fait en détresse. C'est-à-dire que je sens qu'en fait, il y a eu des tensions accumulées toute la journée. Et comme je sais que le cortisol s'est accumulé dans son cerveau, il va avoir besoin d'expulser. Du coup, j'anticipe, je me pose, je lui dis « écoute, je crois que ta journée, elle a été bien compliquée, je te fais un câlin. » Et je vais plutôt te faire couler un petit bain et on va mettre des bougies, une petite musique, et voilà. Et donc là, ça redescend. Et là, on peut passer une bonne soirée. Autre exemple, dans le couple, si vous rentrez, que vous êtes énervé sur une chaussette qui traîne, c'est pas la chaussette qui traîne qui vous énerve, c'est que vous êtes peut-être harcelé par votre patron depuis longtemps, qu'il se passe plein de choses au travail, etc. Et donc là, imaginez 2 possibilités. Soit vous êtes accueilli par un partenaire qui vous propose en fait d'aller prendre un bain et qu'on vous prépare un petit apéro et de discuter de votre journée, soit un partenaire qui vous dit écoute, t'es encore insupportable, tu vas encore nous faire payer ta journée, file dans ta chambre, reste isolé plusieurs heures et quand tu seras calmé, tu reviendras nous voir. Au niveau de l'estime de soi et de la remise en question, c'est pas la même. Non. Alors que si on vous propose un petit bain et qu'on prépare l'apéro, vous allez peut-être vous dire c'est sympa et puis il faut que j'arrête en fait de m'énerver, ma famille est une ressource. Et puis l'envie de peut-être justement en parler et que pour qu'il puisse avoir ce déclic, ce que tu as dit, le déflux, que ça redescende et de revenir dans un état calme où je vais pouvoir communiquer et échanger. Et ensuite on intègre, finalement on va intégrer que quand on travaille sur ses ressources, ensuite on va mieux. Donc plus tard, l'enfant va intégrer que s'il se fait du bien, son comportement se modifie. Pas de bougies parfumées, je dis tout de suite. Non, oui. C'est mauvais pour la santé. Oui. Bougies, mais pas parfumées. Des huiles essentielles. Allez. Voilà, exactement. Les règles d'une éducation réussie. On en parle ce matin avec Karima Chadibaoui, notre invitée Sonia Delahaye. Justement, vous partagez votre approche qui porte le nom chrysalide, comme le papillon. Comme le qui se développe. Qui se développe. Les 5 règles d'une éducation réussie. Écran, alimentation, sommeil, sécurité physique et hygiène aux éditions Exuvie. Ça, ce sont les 5 règles. Et vous nous l'avez dit tout à l'heure, il y a 2 types de règles, les règles de domination et les règles de protection. Domination, on ne veut pas. Et on ne veut pas domination, on a dit.
Non, vous avez dit. Vous avez Oui, dit. mais je le prouve. Vous avez Avec dit, les neurosciences. Vous avez dit et prouvé par. Mais prouvé, moi, pour prouvé. l'instant, j'ai rien dit du tout. D'accord. Parfois, une bonne éducation à l'ancienne. Non, on va mais régresser. Dans votre livre, vous expliquez pourquoi l'éducation à l'ancienne, traditionnelle, appelez-la comme vous voulez, ça ne fonctionne Alors, pas. non, mais Philippe, attendez, juste avant, parce que quand on dit l'éducation à l'ancienne, j'entends déjà. Non, mais traditionnelle. Non, mais qui est basée justement sur les pouvoirs de domination. Voilà. C'est sur quel principe on est en train de parler. C'est Mais ça, pouvoir en fait. de domination, c'est la punition. Enfin, en Oui, gros, c'est en gros, c'est la soumission. Oui. Voilà, bon. Voilà. On est d'accord. Mais ce que j'ai bien aimé dans votre introduction, c'est que vous-même, qui êtes quand même psychologue, qui êtes bien formé, qui avez plein d'informations sur tous les types d'éducation qui puissent exister, quand vous êtes passé de la théorie à la pratique, bon, ça a quand même pas fonctionné tout de suite. Et les parents qui viennent vous voir, eux aussi, ils ont écouté Isabelle Filiosa ou Mme Goldman, ils sont complètement perdus entre des injonctions qui sont contradictoires et ils se rendent compte que finalement, dans la vraie vie, les enfants, ils les écoutent pas toujours. Voilà, c'est pour ça. Et ils savent pas comment faut faire pour que les enfants obéissent. Ouais. Ouais. Bon, Les mots bref. qui fâchent, quoi. Non, mais Mais c'est pour Non, ça mais je l'ai construit le mot aussi. dans mais le livre. les gens viennent vous voir pour ça. Oui, c'est ce que j'explique. Mais moi, je leur fais changer de comment on Paradigme. appelle ça ? De paradigme, merci. Mais le mot exact. Merci. Paradigme. C'est exactement ça. C'est quand on comprend ça et qu'on donne du sens à ça, on y arrive. Oui, mais tout les parents simplement. sont perdus. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il y a un Faudrait guide. qu'il faudrait que les parents témoignent. Ils écoutent Karima Chadibaou toutes les semaines sur Beurre FM. Oui. À la radio, c'est formidable, ils ont tout compris, ça Oui. fonctionne. Oui. Et quand ils essayent le truc, Oui. Bon, alors du coup, s'il y a des parents qui m'écoutent, que j'ai formés, j'aimerais bien qu'ils appellent, s'il vous plaît, rapidement, qui m'écoutent depuis tout à l'heure, pour pouvoir témoigner. S'il vous plaît, venez me sauver, là. oh, vous êtes trop une pro, vous. Ah, vous comprenez vite. Vous avez le sens de la transition. Eh ben oui. Mais finalement, c'est vrai que ces dernières années, on a été entre les deux. Entre l'éducation bienveillante, bon, et après ça marche pas l'éducation bienveillante. Les parents sont pris entre ces deux champs. Et au bout d'un moment, ils sont un peu complètement déboussolés. Essayons la malveillance, alors. Mais ça, vous voyez, Mais moi j'aime pas le terme bienveillant à cause de ça. Oui, voilà. Parce que y a la présupposition derrière, oui. Parce que la prédisposition, c'est que des parents pourraient être malveillants. Oui. Et qu'il pourrait y avoir une éducation malveillante. Oui, alors. Il y en a une, hein. Oui, ça c'est quand on voit par exemple l'éducation malveillante, quand c'est, je ne veux pas parler de ce qui est pathologique et quand c'est intentionnel de faire du mal ou de nuire en fait. C'est l'idée. On ne connaît pas de parents constitués normalement et sains qui veulent nuire à leur enfant. Seulement, par rapport à l'exemple que donnait tout à l'heure Sonia avec son fils, quand on a un petit bout de chou qui est là, qui est en train de gesticuler dans tous les sens, on a une journée terrible, harassante, fatigante, et qu'on a un petit bout de chou qui est devant nous, qui est en train de hurler, et on ne sait pas pourquoi. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans qu'est-ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur à ce petit enfant. Les neurosciences nous sauvent. Exactement. Maintenant, ça présuppose aussi quand on veut comprendre et qu'on veut changer de paradigme. Ça veut dire que ça présuppose quoi ? Qu'il y a un travail sur soi aussi. En tant que parent. Voilà. C'est-à-dire de venir faire table rase et de qu'est-ce que je prends de l'éducation que j'ai reçue, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je rejette, qu'est-ce que je transforme, qu'est-ce que je change. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui est important. Comment je vais dire ça ? La prise de conscience des parents, d'accord ? D'abord, c'est eux qui doivent changer de paradigme pour pouvoir accompagner leur enfant. Bien, votre appel a été entendu, Sonia, puisque nous avons Mathieu en ligne. Mathieu, bonjour et bienvenue. Ou pas ? Allô ? Mathieu, alors c'est pas Mathieu, ça. Si vous appelez Mathieu... Non, il y a un petit problème. Donc c'est Stéphanie et Mathieu. Ah, c'est Stéphanie et Mathieu, voilà. Donc vous voyez sur ma fiche, on m'avait enlevé la moitié. Alors, bonjour à vous. Vous êtes vous-même parents, Stéphanie et Mathieu ? Oui, exactement, c'est ça. Et on s'est dit que c'était bien qu'on intervienne tous les deux. D'accord. Et vous êtes parents d'un petit ou d'une petite ? Exactement, d'un petit garçon qui a 10 ans. Bien. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire aujourd'hui ? Eh bien, juste, on voudrait un peu témoigner de la façon dont on a vu notre enfant, donc Elliot, qui s'est transformé grâce à la rencontre avec Sonia.
j'ai en fait complètement par hasard rencontré et écouté une conférence de Sonia il y a quelques mois de ça, et qui m'a beaucoup touchée autour des peurs des enfants, et donc qui m'a fait penser à mon fils qui avait beaucoup de peur du noir, peur de s'endormir, et puis aussi peur des autres et peur de ses copains, de l'intégration à l'école. Donc j'ai pris rendez-vous avec Sonia sans en savoir beaucoup plus, et puis donc lui a évoqué avec Elliot ces sujets-là. Et à la fin de l'entretien où je suis partie, j'ai été complètement donc étonnée du retour et de la façon dont Sonia a échangé avec Elliot, et on s'est rendu compte avec mon mari que la base n'était pas du tout là, et qu'en fait notre fils était complètement, alors c'est dur à dire, mais en insécurité dans notre famille. J'aime énormément mon fils et mes enfants, et je pensais faire très bien, et mon mari aussi, mais en fait la vie, le travail fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de petits loupés, et à force ça mettait Elliot complètement en insécurité dans la famille. Et donc en écoutant, moi je suis sortie du rendez-vous, j'ai appelé mon mari qui du coup est venu. On a beaucoup écouté Sonia, on a aussi beaucoup pleuré, parce qu'en fait on s'est rendu compte que il y a des petites choses qu'on ne voyait pas, et grâce à Sonia on a pu complètement rectifier certains sujets d'éducation, et je vais vous passer mon mari qui va vous donner un peu plus de détails sur ces sujets. Bien. Et le mari donc s'appelle Mathieu, si j'ai bien compris. C'est ça. Moi, exactement. C'est vous, Mathieu. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous n'aviez pas compris alors dans la façon dont vous éleviez Elliot? En fait, il y a des sujets qui sont importants dans la famille. C'était les temps d'écran, c'était bien poli et respectueux des règles, etc., etc. Et il y avait un sujet sur lequel je me suis rendu compte je n'ai fait que reproduire l'éducation que j'avais reçue, à savoir une éducation assez stricte, et dans laquelle je me permettais de temps en temps de mettre une fessée lorsqu'il y avait des barrières qui étaient franchies. Et de manière complètement inconsciente, Sonia m'a fait remarquer que c'était une attitude qui n'était pas appropriée, et c'était quelque chose qui pouvait générer chez l'enfant des réactions tout à fait de défense, et l'amener à ressentir ce sentiment d'insécurité au sein même de la famille. Et ceci peut paraître tout à fait anodin, mais ça a été un profond bouleversement chez moi, dans la mesure où par les échanges qu'on a eus avec Sonia, ça m'a fait véritablement prendre conscience du côté négatif que cela pouvait avoir envers l'enfant, et cela avait un effet très mauvais également dans le rapport qu'on pouvait développer avec lui. Et c'est ce qui a amené très certainement un sentiment d'inconfort de la part d'Elliot au sein de notre propre famille, sachant qu'on a 5 enfants, on a toujours eu l'impression de faire bien les choses, et en fait ce point-là, et je le dis sans aucune retenue, a été le point le plus fort de ma vie de père, et la prise de conscience que j'ai eue a été extrêmement profonde. J'en ai pleuré à plusieurs reprises, j'ai eu des sentiments vraiment je m'en suis voulu énormément, et en même temps, une fois ce sentiment ressenti, j'ai pris le taureau par les cornes en me disant mais en fait c'est une très bonne prise de conscience, et je ne saurais jamais assez remercier Sonia de nous avoir fait prendre conscience de la manière dont on pouvait ensuite aborder l'éducation sur ces sujets-là, d'avoir beaucoup plus d'empathie, d'avoir beaucoup plus de rapports physiques positifs avec un enfant qui pouvait ressentir des angoisses, etc., etc. Donc voilà, pour moi, ça a été le révélateur le plus fort de ma vie de père, grâce à Sonia et son constat et ses conseils. D'accord, mais alors pratiquement, dans la façon dont vous élevez Elliot, qu'est-ce que vous avez changé, vous, dans votre façon de faire les choses? Donnez-nous des cas concrets pour que tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui puissent s'appliquer, en fait. En fait, l'approche, elle est très simple. Déjà, Elliot, c'est le petit dernier d'une fratrie. Il y a 5 enfants, et il y a 6 ans d'écart entre lui et son frère qui a 16 ans aujourd'hui. Et en fait, à titre personnel, et ma femme donnera son point de vue, je me suis rendu compte que j'avais perdu pied sur la petite enfance, et j'apportais plus assez d'importance et d'écoute
sur les sentiments, les peurs, les craintes que pouvait avoir un enfant plus petit. Et de ce fait, je ne pouvais pas me mettre à son niveau et je ne le comprenais pas. Et plein de fois, j'ai dit à ma femme, je ne le comprends pas. Et donc, mais vous comprenez, mais Mathieu, vous compreniez pas quoi? Donnez-nous un exemple. Qu'est-ce que vous comprenez? Ouais. Par exemple, ses craintes, ses peurs. La façon dont il pouvait ressentir des inégalités avec ses frères, parce qu'il disait ouais mais les frères ils ont le droit de faire ça et moi j'ai pas le droit de faire ça, etc. J'avais du mal à comprendre ces sentiments d'injustice, ces sentiments de ne pas pouvoir faire ce qu'il pouvait alors que les autres pouvaient le faire, etc. Et donc ça crée une espèce d'incompréhension et de tension qui m'a amené après à avoir justement une attitude qui n'était pas appropriée avec un enfant de son âge, ne pas comprendre ses peurs qu'il pouvait avoir, ses craintes du soir, la peur du noir, des choses comme ça. J'avais oublié en fait que c'était. Et donc quand il y a une tension latente qui existe, eh ben il y a forcément une distance qui se crée. Je l'ai très bien ressenti parce que depuis 2 mois et demi qu'on a rencontré Sonia, cette distance n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a une proximité qui est extrêmement forte. Il y a un enfant qui est hyper joyeux, il n'y a plus de tension. Dès qu'il y a une petite incompréhension, on se prend dans les bras. C'est ce qui a été vraiment prodigué avec Sonia, c'est essayer de vous rapprocher physiquement, même si à la maison on se faisait des bisous de machin, mais en fait, aborder le rapport avec lui, c'était pas comme ça que ça se passait. Et maintenant, dès qu'il y a une incompréhension, une crainte, je le prends avec moi et on a développé, on a remis en place une véritable complicité qui est pour moi extrêmement forte et tellement épanouissante et ça me rend hyper heureux et de ce fait lui il est super heureux et l'ambiance est complètement différente, c'est fantastique. Franchement ça paraît simple, ça paraît bête, ça paraît simple, mais ça, c'est vraiment les fondements même d'un échange qu'on peut avoir avec un enfant et pourtant j'en ai eu 5 et j'ai redécouvert des choses grâce à elle. Ou peut-être que tout simplement vos enfants sont tous différents et que vous les aviez pas vécus avant. On est d'accord. Faut convaincre Philippe encore. Non, je ne demande pas. Non, mais les enfants n'ont pas tous les mêmes peurs, les mêmes et selon l'âge comportements. Aussi. Ouais. Et du coup, dans mon livre, je pars de la naissance, mais même du bébé dans le ventre de la mère, de quoi il a besoin au niveau alimentaire, parce qu'on crée le microbiote, etc. Et donc, Mathieu, je pense que vous appuyez du coup sur mon livre encore par rapport aux 5 règles dont vous parliez au début. C'est marrant parce que moi, j'aurais insisté sur le syndrome d'insécurité, vous voyez. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il a dit clairement en début de conversation que Elliot se sentait insécure dans une famille. Et vous démarrez votre livre en expliquant comment ce sentiment de sécurité naît à l'enfant. Donc, il a besoin d'une figure d'attachement qui lui permette, qui est même plus importante que d'être nourri. Oui. Complètement. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est extraordinaire. C'est d'abord, on apporte de la sécurité. Donc, quand on entend les grands-parents qui disent « Mais arrête de le prendre dans les bras, il va s'attacher. » Mais au contraire, il faut qu'il soit sécurisé, le bébé, pour ensuite explorer le monde et développer son intelligence. C'est au moment de la naissance qu'il acquiert cette capacité. Même avant, dans notre manière de penser l'enfant à venir. Mathieu, merci d'avoir partagé ça avec nous. C'était poignant. Merci. Et en tout cas, n'hésitez pas, on est toujours disponible pour partager notre sentiment envers tous les bienfaits que Sonia nous a apportés dans la famille. Bon, vous avez 5 enfants, on a de quoi faire. On parlera des écrans un jour parce que c'est le sujet en ce moment. Les 5 règles d'une éducation réussie. Alors on en parle, ces règles, elles sont exposées par Sonia Delahaye, qui est notre invitée, qui est psychologue et psychothérapeute, formatrice en région parisienne. Vous avez un webinaire ce soir, Sonia? Non, c'est pas ce soir. C'est ce soir. J'allais oublier. Alors tout à l'heure vous étiez bien. Alors vous étiez très 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 bien. Oui, heureusement. Mais Fabien, j'ai retenu. On se voit ce soir. Voilà, c'est ce soir. C'est ce soir. C'est à quelle heure? Je crois que c'est à 20h, 20h30. D'accord. Mais de toute façon, on va mettre le lien. C'est sur votre chaîne? On peut mettre un petit lien. On peut mettre un on va mettre un petit lien, mais c'est cliquer et s'inscrire. C'est sur vos réseaux sociaux? Oui. D'accord. Et c'est quoi l'adresse? Et le thème, c'est développer le potentiel et le cerveau de l'enfant. Voilà. Il est co-animé avec Fabien Moine. Voilà. Mais c'est quoi l'adresse de vos réseaux? C'est l'adresse du réseau Exuvie. Voilà, Exuvie. Voilà, donc, la maison d'édition Exuvie. Bon. Très bonne maison d'édition. Ça, vous le savez. Santé, société. Alors, 5 règles d'éducation réussie: écran, alimentation, sommeil, sécurité physique, hygiène. Et ça suffit. Parce que Mathieu parlait tout à l'heure de la politesse. Vous avez zappé la politesse? Non, j'en parle dans le livre.
Et je dis, on s'en fiche dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on doit inculquer à l'enfant, mais c'est quelque chose qu'on transmet par son attitude. Dire à un enfant... D'accord, ok. Ouais, tu dois dire bonjour à la dame, il répète le mot bonjour, mais ça n'a pas de sens si nous, on dit pas bonjour avec le cœur. Ce qu'il faut qu'il sente, c'est qu'on souhaite vraiment que l'autre passe une très belle journée et on considère le boulanger qui s'est levé à 4h du matin pour nous faire du pain chaud, etc. Mais on met vraiment de la gratitude dans nos actes, en fait. Mais imposer, parce que les parents, souvent, quand je leur dis, mais quelles sont les valeurs que vous souhaitez développer chez l'enfant ? On a toute une liste comme ça qui nous vient. Le premier truc, c'est, moi je l'éduque, oui, pourquoi on éduque un enfant ? Pour développer des valeurs. Moi je l'éduque pour qu'il soit poli. Non, on n'éduque pas pour qu'il soit poli. Non. La politesse, ça se transmet différemment, ça vient avec le cœur. Déjà, on fait tout le reste, on sécurise l'enfant, on s'occupe bien de lui, on est empathique envers lui, et naturellement, il va reproduire cette attitude. D'ailleurs, on le voit au niveau des scanners, au niveau cérébral, que le cerveau ne se développe pas de la même manière si on a reçu de l'empathie ou si on n'en a pas reçu. Et moi, ce que j'aime, c'est me baser sur les neurosciences pour réfléchir à nos comportements et les ajuster pour que l'enfant se développe de manière optimale. Alors, depuis l'année dernière, il y a des cours d'empathie. Oui, alors j'ai écrit un article là-dessus. Parce que moi c'est c'est un grand sujet avec Karima. Moi, je pense qu'on ne peut pas donner de cours d'empathie. C'est où voilà. Surtout quand on n'a pas été empathique avec les enfants pendant 2 ans. Oui. Qu'on les a masqués, oui, ça c'est qu'on les vrai. a torturés. Non. Je propose que... Pendant la période Covid. Voilà, on s'occupe bien d'eux. Et puis surtout, moi, je me dis, excusez-moi, c'est un modèle, je prends un peu la parole. Oui. Mais je me dis, par exemple, parler de harcèlement à l'école. Mais non, moi, j'aimerais qu'on parle de ce qui nous fait du bien, de la gratitude envers la vie, etc. Parce que sinon, on met en tête des images négatives dans le cerveau de l'enfant. Alors qu'on pourrait réfléchir tous ensemble à, tiens, qu'est-ce qui te fait du bien, toi, quand on a quelle intention envers toi, etc. Plutôt que de parler des comment ça s'appelle déjà, des attentats, de parler de harcèlement, les enfants, ils s'en prennent plein la figure. Oui, alors, juste ce que je vais co-construire avec toi, Sonia, c'est que en parler, on est obligé, parce que de toute façon, c'est aussi la société. Mais du fait qu'on va orienter en fait la discussion vers qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous aide à dépasser, à surmonter nos peurs, nos angoisses, tout ce qui est différent, tout ce qui est parce que bon, là-bas les bases des peurs, la plupart des peurs, c'est parce que justement on voit que l'autre est différent et donc on a peur soit de disparaître, soit qu'il va se passer quelque chose. Bref, on peut se raconter plein d'histoires. Mais d'orienter en fait la discussion vers qu'est-ce qui nous fait du bien et comment on peut être ensemble pour être bien, eh bien forcément toutes les questions de harcèlement, de différence, elles vont s'atténuer, elles vont disparaître d'elles-mêmes sans qu'on mette le focus dessus. Voilà, exactement. Et le problème, c'est que non, plus on met le focus. Alors, moi, je vais être les discussions sur l'empathie, sur les cours d'empathie. Leïla, ma sœur Leïla, que tu connais, que Philippe aussi connaît, que nos auditeurs aussi connaissent. Leïla, elle a été contactée par justement la Ligue de l'enseignement parce qu'elle va faire partie du programme de enseigner. Et elle m'a dit, bon, elle m'a pas dit ça, mais bon, moi, c'est les discussions que j'ai avec elle aussi. Comment on peut justement enseigner l'empathie. Mais c'est ça, non, mais ça, c'est attendez, ça ma Philippe, question. J'ai bien compris votre question, mais pour moi, je suis quelqu'un de très pratico-pratique. C'est-à-dire qu'on va prendre le prétexte de comment on transmet l'empathie pour incarner justement l'empathie. C'est comme ça que ça. L'empathie, ça s'incarne. Mais regardez, voilà, ça s'incarne. Et donc c'est bien d'incarner un peu les choses. On le voit. Là, on a l'exemple juste avant la pub, avant la pause, l'exemple de ce monsieur Mathieu et son épouse et avec leur enfant. C'est parce que déjà il a commencé à être empathique avec lui-même et reconnaître ses blessures et ce qu'il lui il a vécu pour ensuite être disponible pour son enfant, tout simplement. Alors, expliquez-nous comment, avec 5 règles, on peut éduquer des enfants. Ouais, seulement 5. En fait, à chaque fois, là, je revérifie mon livre. À chaque fois que je reçois un parent qui vient avec une problématique, je me dis, tiens, est-ce que j'ai pensé à ça dans mon livre ? Puis toi-même, tu m'as dit, j'ai pensé à tout. Oui. Donc en fait, l'idée, je vais répondre à la question Philippe, mais je connecte sur autre chose. L'idée aussi de mon livre, c'est les parents qui m'ont demandé d'écrire ce livre. Parce qu'à chaque fois, je leur disais, mais en fait, vous savez, il suffit de 5 règles pour éduquer un enfant. Alors vite, ils cherchaient un papier, un crayon, redites-moi c'est quoi déjà les 5, comme une révélation en fait. Et je me suis dit, en fait, la consultation d'un psy, selon les psys, c'est entre 50 et 150 €. C'est super cher. Donc tout le monde ne peut pas y aller. Sauf que maintenant, avec mon soutien
chez un psy. Oui, mais bon, on n'est pas trop pour. C'est pris en Mais, charge par la sécurité sociale. c'est- Vous avez droit à 12 séances. Ouais, contrôlé par les médecins. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est de... Je vous ai prévenu, Philippe. Hein. Moi, je vends ma baraque. Tu sais. Je vends le portefeuille de mes auditeurs. Et donc, du coup, dans mon livre, j'aurais pu intituler ce livre « N'allez plus chez le psy ». Vous n'avez plus besoin. Parce qu'avec ce livre, moi, je vais faire faillite. Vous n'avez plus besoin d'aller chez le psy. Non, mais vraiment. En tout cas, pour vos enfants. Parce qu'en 5 règles, donc il y a les règles sur les écrans. Pourquoi on se bat avec les enfants, en fait, pour les écrans? Va prendre ta douche le soir. Il obéit pas, il y en a marre. Il se couche à pas d'heure. Attends, non, mais c'est ça. On se bat avec les enfants parce qu'il obéit pas. Parce qu'il ne respecte pas les règles de protection. Alors, parce qu'il n'obéit pas, et donc une fois qu'on a... D'accord, les parents, ils viennent nous voir parce que l'enfant n'obéit pas, d'accord, oui, voilà. Nous, on bascule. Explicite, c'est la demande Voilà, explicite. rendre acteur l'enfant de son propre développement, et là, on se sent tous bien. Parce que l'enfant, on lui explique pourquoi on fait les choses, et donc on va pouvoir expliquer scientifiquement pourquoi il faut enlever ses chaussures. Scientifiquement, c'est prouvé que c'est important. Pourquoi on peut se laver tous les jours. C'est dans l'hygiène, ça. Hein. C'est dans la règle hygiène, ça. Oui. Ouais. Donc oui, vous pouvez laver vos enfants tous les jours. Mais je vous laisse quelques suspens. Et je voudrais que tu parles, Sonia, du rangement. S'il te plaît, c'est parle extraordinaire. du Le rangement. Vous pouvez rendre votre enfant intelligent, entre guillemets, en tout cas développer ses compétences cognitives en l'aidant dès tout petit à ranger sa chambre. Parce qu'en fait, le fait de ranger travaille la structure de pensée. Donc l'enfant trie, catégorise, discrimine visuellement les objets. Les Playmobil avec les Playmobil, les animaux avec les animaux, mais vous pouvez faire les couleurs, les formes. Et donc, il va apprendre à structurer, en fait, sa pensée. Et donc, la structure de pensée, c'est la base des apprentissages, parce qu'on crée des petits tiroirs de connaissances, en fait. Et donc, dès qu'on a une nouvelle information, si on est bien structuré au niveau de la pensée, en fait, on arrive, du coup, à avoir de nouveaux apprentissages de plus en plus. À chaque fois, c'est plus facile de retrouver, en plus, ces connaissances. Donc, n'hésitez pas, plutôt que de faire de la remédiation cognitive et d'acheter tous les livres que j'ai dans mon cabinet qui permettent de travailler plein de choses au niveau cérébral. Souvent, les parents veulent acheter tous mes livres, tous mes jeux. Je leur dis... Non, faites-le, mais de manière raisonnable. Videz le lave-vaisselle, il va trier, il va catégoriser les choses, ranger les tupperwares, trouver les couvercles, c'est quand même super galère. En plus, ça peut nous aider, ça, un enfant. Et donc, voilà, ranger les chaussettes, c'est pareil, les chaussettes, les trier, etc. Et là, vous allez travailler la structure de pensée. Et le problème, c'est qu'avec les écrans, vous déstructurez la pensée de l'enfant. Le manque de sommeil, c'est une catastrophe aussi. L'alimentation, c'est passionnant. En quelques heures, quelques minutes, vous pouvez modifier la chimie du cerveau. Donc, nos décisions peuvent être prises en fonction de ce qu'on a mangé juste avant. Alors, avec justement un dégagement sur l'effet du sucre sur le cerveau d'un enfant. Alors, comment les parents peuvent réagir face à un enfant qui pleure ou qui est en colère? Alors déjà, on va réfléchir justement aux besoins physiologiques. Les 5 règles. Donc il pleure, il est en colère. Bon, on réfléchit. Il est quelle heure? Il est 23h, je suis dans un restaurant. Il y a beaucoup de stimulation. Il a quel âge? Il a 3 ans. Ok, donc cortex préfrontal immature. Donc tout ça, j'explique. Et puis, pour pas qu'il m'embête, je lui donne ma tablette. Voilà. Et donc, il regarde la tablette. Et puis, il a pris nuggets, frites, menu enfant, quoi, classique, avec boules de glace, etc. Et puis des petits bonbons. Et puis, dans la journée, il a bu aussi des sodas. Bon, bref, arrivé à 23h, c'est explosif. Donc, l'enfant, il va disjoncter, il va hurler, il va faire une colère, etc. Alors, certains psys, je ne sais pas où ils ont eu leur diplôme, bref, je ne vais pas les critiquer, en fait, vont se dire, si vous pouviez donner un ou deux noms, ça nous ferait des nouveaux amis. Ça nous ferait des nouveaux amis, ça nous arrangerait. Non, déjà j'ai donné des petits trucs tout à l'heure où on pouvait deviner. Donc, du coup, on va se dire, mais c'est un enfant roi. Il crie, il est en colère, et les parents, là, ils font quoi? Il faut punir l'enfant en rentrant. Donc, on lui promet une petite punition. Non. Je propose qu'on se dise, faisons les choses bien. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a été bombardé d'écran. Donc, vous découvrirez dans mon livre qu'est-ce qui se passe à 3 ans si on est bombardé d'écran. Ou je vous lirai un petit passage si on a le temps. D'un enfant qui est déstructuré par les écrans. Très intéressant. L'alimentation. Le sucre crée une hyperglycémie
Puis quand on est en hyperglycémie, ensuite on est en hypoglycémie. Donc ça crée un choc dans l'organisme. Et donc là, quand il y a un choc dans l'organisme, il y a du cortisol, le fameux cortisol, hormone du stress dont je vous parlais tout à l'heure, qui attaque le cerveau. Donc l'enfant a besoin de l'expulser, ce que j'expliquais aussi tout à l'heure. Et puis le sommeil, il est 23h. Un enfant, il n'est pas censé être au resto à 23h. Donc, on va dire, oui, mais bon, il faut bien qu'il s'adapte. Non, c'est à nous de nous adapter à ses besoins physiologiques. Et puis, ou sinon, on assume. Sinon, on comprend. Qu'il fasse une colère, on le punit pas parce qu'on a voulu l'emmener au restaurant. Donc, on s'attend à ce que ça se passe comme ça. Donc, en effet, le manque de sommeil, une alimentation trop riche en sucre. Mais il faut savoir que le riz blanc, c'est du sucre. Donc, le pain blanc aussi, les pâtes blanches. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, le riz basmati, vous pouvez y aller. Index glycémique bas. Ah bon ? Le basmati ? Ouais. Complet, alors ? Ouais, un peu plus bas. Non, l'index glycémique du basmati est mais par plus exemple, bas, le matin, c'est pareil. Si vous commencez à faire attention à ce que vous donnez à manger à l'enfant, donc vous verrez, le lait, c'est pas bon, le jus de fruits, c'est pas bon. Les chocs à pic, c'est pas bon. Non, les chocs à pic ne sont pas des céréales. Et donc, contrairement à ce que les cours de les diététiciennes peuvent dire dans l'école de nos enfants, non. Ils disent ça ? Il y a des cours comme ça de diététique, de petit-déj. C'est rigolo. Quand mon fils revient, je lui dis, mais en fait, tu fais tout l'inverse. Sucre, là. Voilà. Un gros et donc, du coup, non, il faut faire attention dès le matin à ce qu'on donne à l'enfant. Comme ça, on va stabiliser sa glycémie. Et il va devenir beaucoup plus concentré, quoi, votre fils, le matin, plus vos enfants, vous joyeux. donnez quoi ? Alors, un œuf sur le plat ou un œuf brouillé. De l'eau, par exemple. Ensuite, il peut avoir une tartine de pain de sarrasin. Donc c'est comme ça, on n'est pas sur du gluten, parce que le gluten c'est de la colle, ça crée des réactions. Du beurre, non, plutôt du beurre de cacahuète ou de crème de sésame. Voilà. Et puis un fruit, mais tel par exemple une pomme ou une fraise, mais pas une banane. Une banane, c'est un index glycémique élevé. Et donc quand c'est élevé, ensuite il y a une chute. Voilà, et ensuite cortisol, ensuite trouble de la concentration, trouble de l'humeur, etc. Et punition à l'école. En fait, on pourrait régler beaucoup de problèmes d'enfants dits TDAH avec ça. Exactement. Donc, il y a du TDAH surdiagnostiqué à cause de ces règles qui ne sont pas respectées. À cause de pics de glycémie. Et de manque de sommeil, et de trop d'écran. Voilà. Enfin, le beurre de cacahuète, quand même, il faudra qu'on en parle. Ah oui, mais sans sucre. Oui, mais il faut préciser, parce que le beurre de cacahuète, je peux vous l'assurer, c'est... tu le fais toi-même. Oui, voilà. Oui, j'ai le temps. Oui, c'est ça. Oui. Entre deux bouquins, je fais mon beurre de cacahuète et mon lait d'amande. Oui, parce que le lait d'amande industrialisé, c'est pas bon pour la santé. Ouais. Voilà. Et c'est pas du lait. Et c'est pas du lait. Et c'est du jus d'amande. Oui, ça c'est vrai. Bien. Il y a plein de choses à dire. Vous reviendrez quand vous voulez. Hein. Ah bah oui. Avec plaisir. On n'a pas parlé des écrans, mais ça m'énerve tellement parce qu'en cette rentrée, tout le monde parle des écrans. J'ai l'impression que c'est le sujet de la rentrée. Et alors là, on nous bassine avec les écrans. Faut aussi se laver. Non, un enfant, ça n'a pas besoin de se laver tous les jours. Oui, soi-disant. Non, il fait pas du sport, il court pas, il se roule pas par terre. Il n'a pas besoin. Mais moi, je l'ai entendu souvent, ça. Mais tellement. Mais parce que ça arrange aussi. Qu'un enfant n'a pas besoin de se laver. Ah oui. Non, pas chez vous, Karima, évidemment. Mais si tu le laves pas tous les jours, que tu le mets devant les écrans, et que tu l'emmènes au resto, la vie est tranquille avec un enfant. Et après, au moment de l'adolescence, au secours. Après, tu viens me voir. Au secours. Voilà. Ça sent le poney dans sa chambre. Oui. Bon. Vous réécouterez l'émission. Moi, je dis Fennec. Le Fennec. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci Sonia. Avec plaisir, à bientôt alors. Très belle journée santé sur Beurre FM.